Bonjour, désolé pour ce début un petit peu tardif de conférence, le temps qu'on se retrouve. On a le bonheur d'accueillir Claire Gracias aujourd'hui. Claire Gracias qui est une auteure passionnante, qui a signé de nombreux livres, plutôt jeunesse, mais il y en a plein qui peuvent se lire bien après. Donc, vraiment sur des thématiques très intéressantes, beaucoup de science-fiction, et on a maintenant encore 3 bons quarts d'heure pour pouvoir en discuter ensemble. Parmi quelques-uns des titres, je ne vais pas tous les citer, on va juste parler d'une sonate pour Rudy, on va aussi parler du signe de Cain, et puis Opération Maurice, Breaking the Wall, enfin on va en discuter ensemble. Une première question peut-être, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Chez vous on lisait beaucoup, comment ça s'est passé? Oui, moi je suis issue d'une famille de littéraires et j'ai grandi au milieu des livres, donc ça faisait partie de mon univers familier, dès la naissance, je dirais. Donc c'était quelque chose qui allait de soi. Donc voilà, j'ai eu très vite, j'ai eu hâte d'apprendre à lire et à écrire. Et effectivement, dès que je suis rentrée au cours préparatoire, ça a été très vite. Et puis, dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire mes petites histoires, mes petits poèmes, voilà. Et très naïvement, j'étais persuadée que tous les enfants faisaient ça. Et puis un jour, plusieurs années après, je me suis rendu compte que j'avais des carnets, des bouts de papier partout, avec des tas de choses griffonnées dessus, et que non, mes petits camarades ne faisaient pas ça. Tout le monde ne faisait pas ça. Voilà, mais la lecture et l'écriture sont pour moi indissociables, vont de pair depuis toujours, et ce sont deux choses que je ne peux pas ne pas faire. Et alors qu'est-ce que Claire Gracias, enfant et adolescente, lisait? C'était très éclectique. Alors c'est vrai qu'adolescente, j'ai lu pas mal de SF, c'est vrai, et puis pour l'abandonner et y revenir plus tard, mais du roman d'aventure, de la poésie, du théâtre, les grands classiques de la littérature. Alors c'est difficile de résumer à un seul genre. Il y a des auteurs qui vous ont marqué plus particulièrement à cette période-là, notamment en science-fiction? Alors en science-fiction, oui, Daniel Keyes avec Des fleurs pour Algernon, ça a été un choc, une grande émotion, un livre que je n'oublierai jamais. Van Vogt avec Les joueurs du A, et puis La poursuite d'Island, ça c'était l'adolescence vraiment. Et puis Barjavel aussi, mine de rien, avec Le voyageur imprudent, d'où l'intérêt pour les paradoxes temporels, qu'on va retrouver dans Le signe de Cain et dans Opération Maurice. Voilà, des gens comme ça qui ont écrit des textes très forts, La nuit des temps aussi, de Barjavel, et puis le fantastique aussi a été très présent. J'ai écrit Mr. Hyde très tôt, des choses qui m'ont marqué, qui sont frappantes et qui sont constitutives d'une culture et finalement qui expliquent beaucoup de choses par la suite. À ce moment-là, vous écriviez aussi de la science-fiction? C'était en parallèle? Pas du tout? Ah non, pas du tout. À l'époque, c'était plutôt des petits textes, des petites scénettes, c'était plus théâtral, d'où je pense aussi l'importance que j'accorde au dialogue aujourd'hui dans mes romans. Et puis sinon, du roman d'aventure, un petit Club des 5, et j'ai pas honte de le dire. Qu'est-ce qui vous a fait basculer après? Vous avez d'abord été, et toujours peut-être, prof de français, c'est ça? Non, je ne le suis plus depuis 7 ans maintenant. J'ai complètement arrêté et je n'y reviendrai pas, j'en retournerai pas. C'est une page qui est tournée, que je ne renie pas du tout, ça m'a beaucoup apporté, mais maintenant je suis passée à autre chose. Donc j'étais, oui, professeur de lettres. C'est un parcours, voilà, on entame des études littéraires et puis on ne sait pas trop où ça va mener, on est en avance dans ses études, on se laisse un peu mener par le flot, le flux, et puis tout d'un coup on se dit bah oui, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas grand chose, et on devient enseignante, et j'ai essayé de bien le faire, du mieux que j'ai pu pendant 14 ans, mais l'écriture était là de toute façon, avec une espèce de timidité et de manque de confiance en soi qui faisait que ça restait au second plan jusqu'au jour où je me suis dit bah non, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, et je me suis lancée. Pendant ce temps-là, vous écrivez toujours en parallèle? Oui. Mais beaucoup de choses mises de côté dans des tiroirs, pas nécessairement abouties, mais c'est comme ça aussi qu'on se fait une plume, en essayant d'écrire de la poésie, des paroles de chansons, des romans, un peu de théâtre, des contes, des nouvelles, dans différents genres, et puis un jour, tout d'un coup, on sent que là, on est prêt à passer à autre chose. Mais comment se sont faits les premiers contacts avec le monde littéraire, des éditeurs? Par la fréquentation des salons. Et il se trouve que j'ai vécu pendant pas mal d'années à Saint-Quentin en Yvelines, et à l'époque avait lieu un très gros salon du polar
qui a disparu malheureusement depuis. Et donc, à force de fréquenter assidûment ce salon et le milieu culturel aussi, ça a amené des rencontres. Et puis de rencontre en rencontre, on se dit, tiens, je pourrais peut-être essayer de proposer tel manuscrit à tel éditeur. Tiens, justement, il y a un auteur qui fait partie de cette maison d'édition qui m'a conseillé de procéder de telle et telle façon. Puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, ma première parution était chez Actes Sud. Et c'était par le plus grand des hasards, dirais-je. Mais voilà, après, ça m'a beaucoup aidé. Premier manuscrit, premier livre édité, premier manuscrit envoyé tout de suite. Oui, et c'était des poèmes. Et ce livre qui a été publié pour la première fois en 2003, comme je dis, souvent je suis un jeune auteur tardif, continue à être réédité périodiquement, il marche très très bien, je suis très contente. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de basculer complètement un petit peu plus tard? J'en ai publié un second et puis après j'ai complètement arrêté l'enseignement pour me consacrer pleinement à l'écriture. Alors comment on est on l'a vu, il y a une bibliographie qui commence à être longue, tout du moins, à avoir de nombreux titres. Comment naissent un petit peu les histoires chez vous? Comment est-ce que vous décidez d'aller plutôt vers ce type de littérature ou une autre? C'est par période, il y a une tendance générale. Il y a un moment où j'ai un axe fort, je me dis tiens, en ce moment j'ai envie d'écrire plutôt un roman noir ou plutôt un récit fantastique, ou bien j'ai une thématique en tête, quelque chose qui me chagrine dans notre société ou dans le comportement humain général dont j'ai envie de parler. Et puis j'ai tout le temps des carnets dans lesquels je prends plein de notes. À partir de mon entourage, de ce que j'entends tous les jours, de ce que je vois, de ce que j'entends à la radio, pas à la télé parce que je ne la regarde pas, je n'en ai pas, mais un peu partout. Et puis tout ça s'accumule et puis après ça fait comme ce que j'appelle ma petite cuisine, ma petite salade niçoise, et il y a un moment où la sauce prend et on sent que l'histoire est en train de naître et les personnages surtout commencent à prendre corps, à prendre chair, et à partir de ce moment-là, le livre commence à se faire. Concrètement, comment se déroule une journée d'un écrivain pour les qui ne savent pas exactement? Ça se passe comment? 8 heures, vous êtes déjà debout avec un café devant l'ordinateur ou ça prend un peu plus de temps? J'adorerais, alors ça c'est mon idéal. Moi quand j'entends des gens comme Amélie Nothomb qui disent je me lève à 4h du matin et j'écris de 5h à midi, je trouve ça extraordinaire, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables de faire ça. Donc ça c'est le mois idéal, peut-être qu'un jour j'y arriverai, pour le moment pas du tout, c'est beaucoup plus anarchique, désordonné, irrégulier, donc il n'y a pas de journée semblable. Mais il y a la phase préparatoire et puis la phase d'écriture proprement dite. Donc quand je suis en phase d'écriture proprement dite, là c'est quand même plus régulier. Donc je suis plutôt quelqu'un du matin. J'ai beaucoup de mal à me consacrer à l'exercice intellectuel au-delà de 8h du soir. Donc je préfère écrire le matin et puis ensuite vivre une journée entre guillemets normale où je vais aussi profiter de la vie et puis sortir sur l'après-midi et la soirée. Alors, beaucoup de romans jeunesse, tout du moins à destination de lecteurs un peu plus jeunes. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de transmettre quelque chose en particulier vers ce public-là ou c'est un peu le fruit du hasard? Les deux, en fait, je pense que c'est la suite logique quand même de ma carrière d'enseignant. Parce que ce qui me plaisait quand même dans ce métier, c'était la transmission. Et puis, l'idée aussi que les jeunes d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Donc, je pense qu'il est important de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et qu'on a un rôle, on a une responsabilité quand on écrit pour la jeunesse. Donc, on ne peut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment non plus. Et puis après, on écrit, et puis une fois qu'on a écrit un livre, on le regarde et on se dit, finalement, c'est pour qui ça? Et c'est là qu'on décide, visiblement ça va être plutôt pour les 10-12 ans ou pour les 12-15 ans. Voilà. Et c'est vrai que mes livres sont souvent dans une frange indéterminée puisqu'ils peuvent être lus par des adolescents ou même des pré-ados et être tout à fait appréciés par un public adulte, voire largement adulte. Mais quand vous vous dites, tiens, ce serait peut-être plus pour une tranche 10-12 ans, est-ce que ça implique une réécriture ou une relecture du manuscrit particulier? La réécriture, non, c'est-à-dire que ça, je le détermine une fois que c'est écrit. Il y a quelque chose qui vient et que je ne prédétermine pas, je ne le décide pas à l'avance, mais je pense que le type d'écriture dans lequel je suis le plus à l'aise, finalement, c'est plutôt la tranche d'âge 15-115 ans. 15-115 ans, ça laisse un peu ça laisse un petit peu de marge. Je voudrais qu'on parle un petit peu des grandes thématiques, qu'on va parler un peu plus de vos livres, en entrant dans le vif du sujet. D'abord, le voyage dans le temps.
revient dans plusieurs de vos romans. Alors, pour quelles raisons et qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu la lecture choc là, du voyageur imprudent. Et puis, il y a aussi le hasard, puisque tout a commencé en fait un jour au salon de Montreuil. Moi, j'avais écrit que du roman noir, j'étais sur le stand des éditions Syros, et puis arrive Denis Guillot, qui venait de monter la collection Soon, et qui me dit, voilà, je monte une collection SF, j'ai lu Une sonate pour Rudy, ton roman noir, j'aime beaucoup, est-ce que tu ne voudrais pas faire de la SF pour moi? Donc j'ai bien aimé le défi, car je n'avais jamais écrit de SF, et j'ai dit ok. Je lui ai dit écoute, tu réfléchis à un synopsis, et puis on se revoit, on en parle, et puis c'est comme ça que finalement est né Le Signe de Caïn, qui est devenu d'ailleurs un diptyque, alors qu'au départ ça devait être simplement un roman à 20 volumes. Et donc voilà comment ça s'est fait, je me souviens plus quelle était la question de départ. Pourquoi les voyages temporels? Qu'est-ce qui vous intéresse? Voilà, donc le voyage dans le temps, ça rejoindrait un petit peu ce qui a été dit précédemment par, comment il s'appelle, Francis Valéry, je crois qu'il était là, voilà, qui disait que finalement, qu'est-ce que c'est que le temps? Plus ça va, plus on avance, plus la recherche scientifique avance, et plus finalement cette notion-là elle est remise en cause. Moi je m'intéresse beaucoup notamment à la mécanique quantique. Et là, quand on commence à aller fouiner de ce côté-là, on se rend compte que, voilà, aujourd'hui, demain, hier, qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup aussi Philippe Cadic, donc l'interrogation sur le réel, sur la réalité, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Je pense que ça va nous faire. Comment est-ce que vous réglez le grand problème du paradoxe temporel? Comment est-ce que vous l'abordez, vous? Alors, je ne le règle pas du tout, je le pose, et puis après, je laisse le lecteur se débrouiller avec ça. C'est complètement fascinant, j'aime bien le côté vertigineux, abyssal, et notamment, vraiment je conseille à ceux qui ne l'ont pas lu de reprendre la postface du Voyageur imprudent, puisque Barjavel a réécrit quelques pages, quelques années après l'apparition de ce roman, qui est une réflexion sur justement ce paradoxe de l'écrivain dont il est l'inventeur, non, le paradoxe du grand-père, pardon. Et voilà, cet homme qui va dans le passé, qui par mégarde tue son grand-père, et donc du coup ne peut pas lui-même venir au monde, puisque celui qui est mort n'avait pas eu encore de fils. Donc s'il n'existe pas, il n'a pas pu tuer son grand-père, donc il existe, donc il a tué son grand-père, et ainsi de suite. Donc ça, je trouve ça complètement fascinant. Je trouve qu'on vit dans un monde où beaucoup de gens ont beaucoup de certitudes, et j'aime bien dans mon écriture aller chatouiller un petit peu, ébranler ces certitudes. Parlons justement du signe de Caïn. On en a parlé, il y avait cette idée de Denis Guillot qui souhaitait que vous écriviez de la science-fiction, mais comment est née plus spécifiquement l'idée de ce livre? Parce qu'il est très riche, il y a de l'écologie, il y a du voyage dans le temps, il y a des pluies diluviennes dans le sud-ouest, donc on est presque dans la thématique en ce moment. Comment tout ça s'est formé? Un peu par strates successives, en fait. Au départ, j'avais deux idées forces. Deux lignes de force qui étaient le voyage temporel, donc le retour d'hommes du futur qui reviennent dans une époque qui, par rapport à nous, est dans le futur, mais pour eux est dans le passé. Et puis le thème de l'épidémie, c'était une chose sur laquelle j'avais envie de travailler depuis des années. Alors là, c'est sans doute ma formation classique. J'avais lu La peste de Camus, j'avais lu Le hussard sur le toit de Giono, j'avais adoré Pars vite et reviens tard de Fred Vargas, Le fléau de Stephen King. Et voilà, et j'avais tout ça en tête et je me disais, tiens, le thème de l'épidémie, là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Et ça me posait question, surtout par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons, où je trouve qu'on vit à une époque de l'individualisme exacerbé. Et je me suis dit, tiens, en cas d'épidémie, donc si on lit Camus, on voit que la réponse de Camus c'est la solidarité. Qu'en serait-il aujourd'hui, dans une époque où c'est chacun pour soi, et puis voilà. Et au moment où j'étais en train de commencer à écrire ce roman, c'est le moment où a éclaté la fameuse affaire du vaccin contre le H1N1 avec Roselyne Bachelot, etc. Et puis les gens qui commençaient à paniquer, puis on essayait de nous vendre des savons, des produits antiseptiques, des masques, partout sur Internet, on recevait 10 000 messages par jour, et puis il y avait pénurie dans les pharmacies, et ça coïncidait vraiment comme si j'avais une espèce de vision quelques mois à l'avance, et bon, ça m'a beaucoup amusé. Puis après on a parlé d'autres choses, mais ça peut se reproduire, voilà. Donc il y avait ces deux thèmes, et puis après il y a aussi la préoccupation écologique, qui est tout à fait dans l'air du temps, mais heureusement qu'elle est dans l'air du temps, parce que si personne s'en préoccupe, et si les auteurs ne s'en préoccupent pas, qui va le faire? Donc voilà, tout ça petit à petit s'est amalgamé, et puis ça a pris l'épaisseur, et puis de personnage en personnage, puisqu'il y a quand même une trentaine de personnages dans ce roman.
La plus grosse difficulté pour moi, ça a été après de donner une structure cohérente et une lisibilité à l'histoire et une fluidité au récit pour qu'on ne s'y perde pas dans tout ça. Et il y a une idée géniale, ce sont une famille qui vient s'installer dans le passé, se réfugier dans le passé. Comment est-ce que c'est né pour vous et puis comment est-ce que vous l'avez mis en scène et tiré les fils de cette idée-là? En fait, il n'y a pas qu'une seule famille, puisqu'ils sont 22 pionniers envoyés donc en 2020 et chargés de préparer le terrain, puisque ce sont à la fois des réfugiés climatiques et des colonisateurs temporels. Bon, la notion de colonisation, ils n'en ont pas vraiment connaissance, puisqu'ils se rendront compte après qu'ils sont manipulés par leurs dirigeants. Donc, j'allais pas décrire les 22, mais il fallait que je prenne une famille emblématique de ces pionniers-là et voir un petit peu comment ça allait fonctionner. Ils arrivent avec 2 enfants, dont un ado. Ces enfants, ils vont aller à l'école, ils vont se faire des camarades, et on leur a fait une espèce de nettoyage de cerveau avant qu'ils partent, et puis en même temps, on leur a inculqué les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent s'adapter à la vie en 2020. Mais peut-être que le nettoyage de cerveau n'a pas fonctionné tout à fait comme il aurait fallu, donc il y a des réminiscences, il y a des flashs qui perturbent un peu notamment le personnage d'ado. Et ce qui m'intéressait, c'était le télescopage justement avec la vie en 2020. Et puis la situation se complique du fait qu'en fait, ce sont eux qui déclenchent à leur insu l'épidémie. Et donc les enfants, c'est par les enfants que les questions, les bonnes questions, les questions qui fâchent arrivent. Comment ils sont accueillis justement ces enfants qui viennent du futur à l'école? Eux, personne ne sait qu'ils viennent du futur. Ils arrivent en prétendant venir d'un pays étranger. Et puis leurs réponses sont très très floues. Ils ont un léger accent. On sait qu'ils viennent du nord parce qu'ils sont tout pâles. Ils sont tout pâles parce que dans le futur il n'y a plus de soleil tout simplement. Et puis il manque de vitamines cruellement. Mais voilà, on reste dans le flou, et puis eux, ils font profil bas pour s'intégrer comme ils peuvent, et ça se passe relativement bien d'ailleurs. Mais plus ça se passe mieux pour la petite fille de 11 ans, qui elle est très sociable, se fait des copains tout de suite, que pour l'ado qui lui se pose des questions, puis est très troublé par ces flashs qui lui arrivent de temps en temps, jusqu'au moment où il découvre la vérité, il force son père à lui dire la vérité, et là, il sent un complet décalage avec les ados auquel il est mêlé au lycée, d'autant que la société dans laquelle il arrive, c'est pas n'importe quelle société, donc j'ai un petit peu forcé le trait par rapport aux dérives que je vois arriver dans notre société, notamment dans le système scolaire. Donc j'imagine en 2020 une société dans laquelle les clivages se sont encore renforcés, la fameuse fracture sociale dont parlait quelqu'un il y a quelques années, et avec des établissements d'élite, des lycées pour l'élite, et puis d'autres pour les laisser pour compte. Et donc le jeune qui rêve du futur, lui, se trouve dans un lycée d'élite, mais il y a les autres et cette société dans laquelle, quand ces jeunes se rencontrent, ça ne se passe pas forcément bien. On le voit, il y a quand même beaucoup de thématiques, l'écologie, l'économie, sociale, et thématiques sociales. Est-ce que ça veut dire que dans le travail de préparation, il y a une grosse documentation? Par exemple, vous êtes beaucoup renseigné sur tout ce qui est virus, ou beaucoup renseigné sur la partie écologique ou le système scolaire? Comment est-ce que vous travaillez? C'est-à-dire qu'avant de commencer vraiment à rédiger le roman, j'ai plusieurs semaines, voire plusieurs mois de recherche. Et je tiens une espèce de journal de bord, qui est d'ailleurs de roman en roman devient de plus en plus énorme, dans lequel je note le fruit de toutes mes recherches et toutes mes réflexions et toutes les questions d'écriture que je me pose. Et donc il y a eu effectivement des recherches en virologie, des recherches en climatologie, des recherches au niveau social, et puis quelquefois je vais lire un article dans Le Monde ou ailleurs qui m'intéresse, qui est en lien avec mon roman, donc je le découte, je le colle, je passe du stabilo dessus, enfin voilà. Et ça c'est vraiment, ce document-là, c'est la base de tout mon travail, et c'est ce qui me permet ensuite de construire ma fiction. Qu'on comprenne bien un petit peu, combien de temps ça vous a pris ces 2 tomes? 1 an et demi. 1 an et demi pour écrire les deux, avec le travail préparatoire? Oui. Et au bout d'1 an et demi, maintenant que le deuxième est sorti, quel regard est-ce que vous avez sur ce livre? Je dois dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais invitée dans un lycée, je crois, et des jeunes ont lu des passages, et j'étais dans la salle, et j'écoutais, et je me suis dit, c'est moi qui ai écrit ça. Et ça m'était devenu étranger, mais en même temps familier. Mais voilà, je me suis dit, bon, ça va, je ne vais pas rougir de ce que j'ai fait. Voilà. Donc je ne vais pas non plus en faire un sujet de gloire exagéré. Mais voilà, ça tient la route, je suis contente. Je suis contente de l'avoir fait. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc je crois que le prochain, ce sera une trilogie. Carrément. Oui. D'accord. Je voulais reparler d'un autre voyage temporel, de l'opération Maurice. Alors un mini-soon, donc mini-soon pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des
des grosses nouvelles en quelques pages pour les enfants essentiellement de CM2, si je dis pas de bêtises. Pour les initiés à la science-fiction. Parlez-nous un petit peu de cette opération Maurice. Comment est-ce qu'elle est l'idée et comment ça se passe globalement? Alors là aussi, c'était toujours à l'initiative de Denis Guillot qui a proposé donc, à un certain nombre d'auteurs de travailler sur cette collection. Et il y avait une charte de départ qui était, voilà, qu'il fallait traiter, il nous a imposé les thèmes. Donc il y avait un certain nombre de thèmes qui sont les grands classiques de la science-fiction, par exemple les robots, les extraterrestres, etc. Et chacun d'entre nous a choisi un thème. Donc moi je dis, puisque je travaille déjà, parce que ça s'est fait en parallèle de l'écriture du signe de Karen, donc je travaillais déjà sur le voyage temporel, je veux rester là-dedans. Et comme il m'avait proposé de faire 2 mini-soons, j'ai dit il y en aura un sur le voyage dans le futur et l'autre le retour dans le passé. Voilà, donc Opération Maurice traite du retour dans le passé et raconte finalement le... Alors Maurice, pour ceux qui regardent la télévision, qui l'ont regardé et qui aiment bien la publicité, il y a eu un moment une publicité avec un poisson rouge qui s'appelait Maurice. C'était pour des crèmes au chocolat, des mousses au chocolat. J'adorais cette pub. Donc c'est un petit clin d'œil à cette pub. Donc le héros du livre, Noé, est un petit garçon qui est en CM2, qui a été puni très injustement par la maîtresse pour une faute qu'il n'a pas commise, à la suite d'une dénonciation effectuée par son pire ennemi, lequel est le chouchou de la maîtresse, lequel a fait don à la maîtresse d'un beau poisson rouge qui s'appelle Maurice. Et donc notre Noé se retrouve puni après la classe, furieux parce qu'il avait rendez-vous avec sa petite amie ce jour-là, et il décide de se venger. Pour se venger, il regarde autour de lui, la maîtresse est partie, il l'a laissé seul un moment, et il se dit il y a le poisson rouge, et il s'apprête à régler son compte au poisson rouge d'une manière pas très sympathique. Et à ce moment-là, se matérialise à côté de lui dans la salle de classe un type hirsute assez effrayant, balafré, qui lui dit écoute, je suis ton moi futur. Et je suis devenu physicien, j'ai mis au point une machine à remonter le temps, et là c'est ma première mission, je viens t'empêcher de commettre une épouvantable bêtise qui va compromettre toute ton existence. Donc en même temps, c'est une réflexion sur le destin, l'instant où le destin se joue. Oui, avec l'humour en même temps. Voilà, c'est un peu l'effet papillon, c'est-à-dire que ce simple acte va décider toute la vie de notre héros. Voilà. Et donc, s'il ne le commet pas, il va prendre une autre ligne temporelle. Et avoir un autre destin. Est-ce qu'il pourra revenir se prévenir? Voilà, et là on est dans le paradoxe de l'écrivain. Pour le coup, c'est le deuxième type de paradoxe temporel. Ouais. Alors, sur une porte sur demain, pour le coup, là, c'est un retour dans le passé. Même chose, comment est-ce que vous pourriez nous présenter un peu l'histoire? Projection dans le futur, en fait, avant de projection dans le futur. Ouais, c'est l'inverse. Donc là, j'ai choisi une héroïne qui a le même âge, qui est en crise parce qu'elle a un grand frère handicapé. Elle a l'impression que ses parents ne s'occupent que du grand frère. Bon, ça arrive à beaucoup d'enfants. Hein. Et ses parents, comme elle commence à devenir agressive avec ses petits camarades à l'école, décident de l'emmener voir un psy. Et il y a justement en ville un psy un peu spécial qui vient de s'installer, qui vient d'arriver, dont on leur a dit beaucoup de bien. Et en fait, la méthode du psy, c'est d'envoyer la petite fille dans le futur. Et donc, elle va se retrouver projetée dans son propre futur et elle va découvrir ce qu'elle devient une fois adulte. Elle va se rendre compte que ce qu'elle est devenue, et qui est très très bien, qui est une belle réussite, elle le devra à son grand frère. Donc, quand elle revient, elle n'a plus du tout le même regard sur ce grand frère qui, pour elle, était un fardeau assez encombrant, même si elle l'aimait beaucoup. Et donc, ça va changer complètement son regard sur la situation. Ça va lui permettre d'accepter le présent. Alors là, pour le coup, on a 2 héros qui sont vraiment des enfants. Est-ce que c'est difficile d'écrire en ayant un narrateur, un personnage principal qui est un enfant, quand on est une adulte? Ça ne m'est pas difficile, donc j'ai dû garder en moi cette personne-là vivante, hein, parce qu'on a tous... je pense que les étapes du moi successives, on les garde en nous quelque part, et puis il faut juste apprendre à les recontacter. Dans une sonate pour Rudy, je me suis mise dans la peau d'un garçon de 15 ans. Là aussi, on m'a souvent demandé, mais comment vous faites? Je ne sais pas expliquer comment je fais, mais j'arrive à le faire. Vous observez pas particulièrement les enfants, ou vous vous dites pas, tiens, il a 10 ans, comment est-ce qu'il pourrait réagir à un voyage temporel? Non, je sais pas. Là, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas de l'ordre de la raison. C'est plutôt, je vais m'aider des émotions, des souvenirs. L'observation des enfants, oui, mais voilà, c'est pas raisonné. Et il y a 2 autres romans que je voudrais qu'on aborde et qui là s'éloignent un petit peu pour le coup du voyage dans le temps. Il y a un roman pour Rat Noir qui s'appelle Breaking the Wall, qui se passe à Berlin-Est
en juillet 89. Alors évidemment tout cela n'est pas choisi au hasard, et alors, pour quelle raison? Alors là c'est mon parcours de germaniste en fait, parce qu'à l'origine j'ai une maîtrise d'allemand et puis j'étais germaniste, j'ai fait allemand première langue et j'ai un peu vécu en Allemagne et je suis allée à Berlin du temps du mur. Donc là aussi c'était une expérience marquante. Et voilà, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que voilà, quand on est arrivé en 2008, je me suis dit on va fêter bientôt les 20 ans de la chute du mur. Ce serait peut-être intéressant de parler de cette histoire-là, contemporaine, proche aux adolescents d'aujourd'hui, parce que finalement, si on les interroge, si on les interrogeait, on s'apercevait que ça leur disait pas grand-chose. La Seconde Guerre mondiale, oui, ils en parlaient beaucoup à l'école et au lycée, mais la guerre froide, ils avaient tendance à faire l'amalgame avec tout ça. Et c'est vrai que c'était la première fois que je traitais un sujet historique, donc ça m'a obligé à beaucoup de recherches aussi, on en parlait tout à l'heure. Donc là, j'ai carrément passé 2 mois rien qu'à faire des recherches documentaires, ce qui m'a absolument passionnée. Et puis, voilà, après ce roman s'est construit. C'est une sorte de voyage dans le temps aussi, finalement, parce que ça m'a obligé à un retour dans le passé, et puis à recontacter des souvenirs des années 80 et de mon voyage à Berlin, mes voyages à Berlin. J'ai utilisé d'ailleurs des choses, des anecdotes, des choses qui s'étaient passées lors de rencontres que j'ai pu effectuer là-bas, ou ce que j'avais pu observer, ou les photos que j'avais faites. Voilà. Et en même temps, c'est un roman noir, donc il fallait aussi introduire un élément de suspense. Donc il est construit comme un roman noir, avec un prologue qui pose une situation et qui amène plein de questions auxquelles finalement il ne sera répondu que dans l'épilogue. Est-ce que c'est pas une crainte parfois de se mettre dans un cadre comme ça, en plus Berlin, et c'était donc de l'autre côté du mur, de se dire tiens, je vais décrire quelque chose, mais j'espère que je suis historiquement juste. Ça, c'était une préoccupation constante, d'où l'effort de documentation renforcé. Donc non seulement j'ai lu des documentaires et des essais, des ouvrages historiques, j'ai visionné des archives de l'INA, j'ai fait des recherches sur internet aussi où j'ai retrouvé des archives de la Stasi, voilà. J'ai regardé aussi des films de fiction qui ont été faits sur cette période-là, jusqu'à m'imprégner vraiment de la vie des Allemands de l'Est durant cette période-là. Et est arrivé un moment où vraiment voilà, j'ai eu le sentiment, comme une éponge, voilà, d'être suffisamment imprégné par tout ça, dans les détails quotidiens et concrets, pour pouvoir me lancer dans la rédaction du roman. Vous disiez que vous aviez envie de parler de ça aux ados. Comment est-ce que eux ils l'ont ressenti du coup? Une fois que le livre était écrit, sorti, publié, et qu'ils l'ont lu, est-ce que le dialogue a été facile pour leur expliquer le mur de Berlin et la guerre froide? C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de collégiens et de lycéens, puisque c'est un livre qui a été sélectionné pour pas mal de prix, dont le prix des Incorruptibles, et puis qui a reçu des prix de romans historiques aussi. Donc j'ai été amenée à aller dans les classes, les bibliothèques pour les rencontrer. Et ce qui était formidable, c'est qu'à chaque fois, il y avait un travail extraordinaire qui avait été fait en amont par les enseignants et de lettres et d'histoire et d'allemand, ou les documentalistes et les bibliothécaires aussi. Donc finalement, ils avaient été sensibilisés au sujet et ça les a passionnés. Vraiment, donc ça m'a fait très plaisir. Vous disiez que vous aviez repris certains de vos souvenirs. Je me posais la grande question de qu'est-ce qu'on met quand on est auteur dans ces romans. Qu'est-ce que vous utilisez de vous-même, de vos souvenirs? Quelle est la part de Claire Gracias dans vos histoires? En fait, j'apparais jamais directement. Ça va être des petites anecdotes parce que quand je suis allée à Berlin à ce moment-là, on était un groupe d'étudiants et on a passé une journée à l'Est. Et au cours de cette journée, on a rencontré un groupe de jeunes de notre âge de l'Est, avec qui on a sympathisé, avec qui on a pris un pot, discuté. Et au bout d'un quart d'heure, ils voulaient nous acheter nos jeans et nos baskets. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et nous, on était un peu choqués. Et on dit, bon, on va vous en donner d'autres, vous inquiétez pas. Mais ils voulaient absolument nous les acheter parce que c'était des jeans qui venaient de l'Ouest. Et pour eux, c'était des vrais. Ça venait de l'Amérique, c'était la liberté. Voilà, j'ai repris ce détail-là, par exemple. Donc, il y a un de mes personnages qui réussit à convaincre un touriste de lui vendre son jean. Et à partir de ce moment-là, il ne met plus que ce pantalon-là. Il est noir de crasse, mais il n'en met pas d'autre. Voilà. Donc, j'ai toujours un souci de réalisme, en tout cas quand j'écris du roman noir, et c'est ce genre de petits détails que je ne pouvais pas inventer, voilà, ça m'avait suffisamment marqué pour que j'ai envie de le remettre dans le livre.
Je voulais qu'on parle de l'incroyable voyage de Simon. Oui. Parce que... Ouais, l'OVNI. L'OVNI, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà, nous parler de Simon qui a plein de difficultés à l'école? Oui, alors Simon est un petit garçon qui ne réussit pas à l'école. Et comme il ne réussit pas, il pense qu'il est idiot. Erreur fondamentale, c'est pas qu'il est idiot, c'est que simplement le système scolaire tel qu'il est conçu ne lui convient pas à lui. Il convient à d'autres enfants, mais pas à lui. Bon, en fait, c'est un conte. Et donc, c'est dans un pays imaginaire, en un temps qui n'est pas défini. Et ce petit garçon, un beau jour, au début du roman, décide de faire l'école buissonnière. Et à partir du moment où il fait l'école buissonnière, ce qui est un acte absolument inouï à l'endroit où il vit, il va rencontrer un lutin extravagant qui va l'emmener jusqu'à un bateau et il va le convier à faire avec lui un voyage extraordinaire, d'où le titre du livre, Voyage au pays de la langue française en fait. Et tout ce qu'il ne comprenait pas quand c'était le maître d'école qui lui expliquait, Simon va le découvrir sous une forme concrète dans ce fameux pays de la langue française où il va visiter successivement le village des métaphores, le jardin des poètes, découvrir le bassin des langues perdues, etc. etc. Et voilà, là aussi j'ai essayé d'introduire à la fois du rêve, de l'aventure et de l'humour. Et en fait ce livre est né d'une rencontre avec Éric Orsena, qui venait de sortir le deuxième tome de sa grammaire est une chanson douce, il venait de faire la suite. Et moi j'avais écrit ça d'abord sous forme de petits textes et de poèmes. Et j'en ai discuté avec lui, il m'a dit mais vous êtes une romancière, donc écrivez-le sous forme de conte. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, et donc je lui ai envoyé le livre après, et il m'a dit je me suis laissé prendre par votre belle histoire, ce que j'ai trouvé très 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 joli, qui m'a fait très plaisir. Ça veut dire qu'il y avait une vraie envie aussi de transmettre quelque chose. Oui, encore une fois. Oui. Et puis mon attachement à la langue, c'est quand même quelque chose de récurrent aussi. L'objectif pédagogique quand vous avez rencontré les enfants après était atteint? Comment ça s'est passé? Ah oui, c'est vrai que c'est un livre qui est beaucoup lu en CM1, CM2 et qui leur permet là aussi de comprendre des choses qui sont un petit peu, parfois un peu nébuleuses pour eux quand c'est expliqué par la maîtresse ou quand c'est dans le livre, il n'y a plus de livre de grammaire aujourd'hui, mais l'équivalent. Et là, comme c'est mis en scène, ça les fait beaucoup rire et ça leur plaît. Une question sur cette idée de transmission de messages, c'est vraiment très important dans l'écriture? Pour moi, oui. Après, je ne m'en rends pas toujours compte sur le moment. C'est une fois que le livre est écrit, je me dis, ah bah oui, finalement, on sent que j'ai voulu dire ça, ou ce sont les lecteurs qui me le disent, et j'y réfléchis, ah oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai que c'est très, très présent, important. Très bien. On arrive un petit peu, il est quasiment 12h20. Est-ce qu'il y a une petite question dans la salle, ou est-ce qu'on continue un petit peu notre interview? On va juste continuer notre interview. Toujours sur cette notion de transmission, est-ce que du coup la science-fiction c'est vraiment le vecteur le plus simple, ou tout du moins le meilleur vecteur pour cette histoire de message dans un livre? Je ne suis pas persuadée qu'il y ait un meilleur vecteur. Il y a celui qui nous convient à un moment donné, à nos auteurs, et avec lequel on va se sentir à l'aise. Après, je trouve que la science-fiction a cet avantage, c'est de nous amener, depuis qu'elle existe, depuis toujours, à réfléchir sous des airs comme ça, légers et superficiels, à des vraies questions, des questions profondes et importantes, et, tout en permettant aussi, tout en apportant au lecteur une respiration, en lui offrant des terres inconnues et une possibilité d'évasion dans l'imaginaire qui date de moins en moins dans le monde d'aujourd'hui. Donc oui, en ce sens, ça me paraît un bon vecteur. Maintenant que vous avez une bibliographie avec plusieurs livres, c'est souvent une question. Quels sont pour vous, dans votre bibliographie, les livres qui ont été les plus marquants, les plus importants, ou est-ce qu'ils ont tous la même dimension à vos yeux? Non, c'est vrai qu'il y a une sonate pour Rudy, qui est le premier roman pour lequel j'ai reçu des prix. 9? Oui, 9, c'est vrai. Et ça m'a vraiment encouragée à continuer. Et ça reste un texte qui continue à bien tourner aujourd'hui. Et après, il y a Breaking the Wall, parce que c'est pour le côté historique, il avait une place à part. Et puis vraiment, là, il y a quelque chose d'abouti dans le travail littéraire, purement littéraire, notamment au niveau de la construction. Je suis arrivée à faire quelque chose qui m'épate encore aujourd'hui. Et puis maintenant, le signe de Caïn, voilà ce premier diptyque.
dans lequel je crois beaucoup. Et on verra. Au bout de 7 ans comme ça, qu'est-ce qui vous pousse toujours à écrire, à raconter, à avoir envie? Est-ce que vous l'avez identifié, ça, ce moteur d'écrivain? Alors ça, je crois que c'est du ressort d'un psy. Hein. Mais il le disait très bien, Francis, tout à l'heure. Je crois qu'il y a des gens qui naissent avec cette nécessité de la création, qui peut d'ailleurs prendre plein de formes différentes. Lui, il a été musicien pendant longtemps. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de photographie. Quelquefois, on me dit que ça se sent dans mon écriture aussi. Et voilà, la musique, j'ai essayé, mais j'étais définitivement pas douée, donc j'ai vite laissé tomber. Mais voilà, on sent comme il y en a d'autres qui vont sentir le besoin absolu d'exercer un sport, de pratiquer un sport. Voilà, donc ça, on a ça en soi. Et puis, quelquefois, ça s'arrête. On a besoin de le faire pendant quelques années, et puis après, ça y est, c'est fait, on passe à autre chose. Pour le moment, je n'en suis pas encore là. Je ne présage pas de l'avenir, mais pour le moment, j'ai encore besoin et envie de continuer. Alors justement, parlons de l'avenir. Quels sont les prochains romans pour l'écriture, les prochaines idées qui flottent? Alors, j'ai du mal à m'empêcher d'être éclectique. Donc, il n'y a pas que des romans. Il y a notamment un très beau projet d'album avec une illustratrice dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Sylvie Serpry. Donc le texte est prêt, les illustrations sont prêtes, on est en ce moment en quête d'un éditeur, mais ça devrait se résoudre très rapidement. Voilà, et puis je suis en ce moment en chantier une trilogie SF aussi. SF ou fantastique, on n'est pas encore tout à fait d'accord avec l'éditrice là-dessus. Ce sera quoi du coup la grande thématique encore? Je ne peux pas en parler, c'est trop tôt. Là pour le moment c'est trop tôt. D'accord, très bien. Mais ça sera en tout cas tout à fait dans la ligne du signe de Caïn, dans la même ligne. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une petite question à lui poser, que ce soit sur les voyages temporels ou sur ses romans? Non, on va clore alors cet entretien. On vous retrouve en dédicace cet après-midi, demain et après-demain à 15h à chaque fois. Eh bien merci beaucoup et on recommande vraiment le signe de Caïn. Merci à vous en tout cas.